Bonsoir à tous, mesdames et messieurs. Bienvenue à la grande édition de l'information sur Equinox Télévision. Au menu de ce journal, un monument du rythme Makossa s'effondre en plein cœur de Douala. La légende musicale et Kambi-Briand est définitivement descendue de la scène, terrassée par une maladie à l'hôpital La Quintini. Des vagues de témoignages de par le monde saluent la mémoire d'un grand homme de culture qui a su imprimer ses marques sur terre. Vous les écouterez dans ce journal. De la démocratie à la démocrature, le Social Democratic Front rame-t-il désormais à contre-courant de son idéologie politique et sa dénomination? Militants et experts suspectent la hiérarchie de ce parti de l'opposition camerounaise de cohabiter ou de collaborer, de neutraliser les têtes fortes qui dénoncent une collaboration à Miami avec le régime du 6 novembre 82. La famille musicale camerounaise en deuil, elle vient de perdre une de ses icônes mondiales et Kambi-Briand. La légende du rythme Makossa est décédée hier de suite de maladie à l'hôpital La Quintini de Douala. Vague d'émotion et tristesse au domicile du défunt ici au quartier Aqua, dans ce reportage que signent Théophile Tchunke et Julien Guignondé. Ambiance de deuil au domicile des Kambi-Briand ce 13 décembre 2022 à Aqua. L'icône du Makossa camerounais a quitté la scène. Sa famille n'en revient pas. Donc ce n'est plus la rumeur que les gens propageaient sur le net pendant des mois et des mois. C'est un homme, c'est un humain dont il a été malade. Bon, il a rendu son âme hier soir autour de 21h30. On ne peut pas imaginer, je ne sais pas quoi vous dire. Mais vous savez, Briand était dans un patrimoine national et même international. Et ma modeste personne, je ne sais pas si je peux être capable, bien que je travaille avec lui depuis 1979, mais aujourd'hui je manque les mots. Voilà, franchement, ce n'est pas évident. Chanteur de charme et de talent, Kambi Louis Briand, de son vrai nom, décède à l'hôpital La Quintini de Douala après plusieurs années de maladie. Si on avait les moyens d'arrêter son départ, on allait le faire. On était là, avec tout l'amour, avec tout le réconfort qu'on donnait. La maladie ne faisait qu'à s'accentuer. Nous l'avons vu partir. Je retiens des Kambi un homme imposant, charismatique. Nende Musungedi,
Et Kambi Briand a révolutionné le makossa en y introduisant le piano, les instruments à vent et le violon. Il est surtout connu pour son élégance remarquable, comme l'atteste Longue Longue. Quand ce papa mettait une casquette, c'était une casquette de classe. Quand tu mettais un costume, quand tu mettais une cravate, j'ai triché tout cela chez papa et Kambi Briand. Pour moi, c'était le plus grand chanteur du Cameroun, le plus grand chanteur de tous les temps. Et Kambi Briand, alias Motamouenya, l'homme célèbre en Douala, a gagné de nombreux prix tout au long de sa carrière artistique. Et Kambi Briand, disque d'or et disque de diamant, a révolutionné le makossa en y introduisant le piano, les instruments à vent et le violon. Et Kambi Briand était l'un des derniers pionniers de la musique camerounaise encore vivant. C'est donc une page entière de la musique camerounaise qui se tourne. Et Kambi Briand a largement contribué à internationaliser la musique camerounaise. Ses chansons sont chantées partout dans le monde, jusqu'en Corée du Sud. C'est pour vous dire la dimension et la portée de l'homme. Je garde de lui l'image d'un homme affable, altruiste. Il était toujours disponible pour... À la famille nucléaire des Kambi Briand, cette légende du rythme makossa au Cameroun. Que son âme repose en paix. Le phénomène de microbes de retour de plus belle dans la ville de Douala. Selon des informations parvenues à notre rédaction, un groupe de jeunes délinquants sillonne la ville depuis 18 heures, tenant en respect tous les passants, les dépouillant de leur argent, portables et autres objets précieux. Agissant en bande organisée et munis d'armes blanches, ils agressent violemment sur la route, menaçant de blesser tout résistant à leur intimidation. Aux dernières nouvelles, ils continuent de semer la terreur allant du quartier Aqua à la vallée Bessengue jusqu'au lieu dit Feu Rouge où ils se trouveraient en ce moment. Alertés, les forces de maintien de l'ordre essayent de neutraliser ces assaillants qui choisissent des heures de forte affluence pour commettre leur forfait. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Ce sont des images saisissantes qui ne laissent personne indifférent. Les élèves et enseignants de l'école publique de Balaloum dans la commune de Mbouda sont plongés dans une tristesse sans fin. Leur établissement se trouve dans un délabrement très avancé. En attente d'une âme de bonne volonté pour sa réhabilitation, les apprenants suivent les cours dans une promiscuité sans précédent. On voit tout cela dans ce reportage de Kemazuma Tidar et Jean-Paul Mboyo. Voici l'état de délabrement avancé de l'école publique de Balaloum, dans la commune de Mbouda, groupement de Bamenkubo, dans la région de l'Ouest. Loin d'être une maison abandonnée, ce bâtiment lugubre par son architecture accueille une centaine d'élèves. Le toit éventré laisse à la merci des intempéries les élèves en bas âge. Les murs en mode de terre croulent sous le poids de la vétusté. Le risque pour ces élèves et les enseignants de se faire tuer par la chute des mots de terre est palpable. Face à ce constat pour le moins alarmant, cette enseignante qui a requis l'anonymat ne manque pas d'afficher son impuissance. Quand le vent passe là, quand le vent souffle, je suis moi, j'ai peur, je tremble. Comme à cet endroit, le mur porte une grosse entaille qui divise pratiquement le mur en deux, laissant les deux parties vacillantes. Les enseignants de cette école disent avoir formulé à l'endroit de leur hiérarchie plusieurs demandes de mise aux normes nécessaires, jusqu'ici restées lettres mortes à la poste. Un danger à ciel ouvert qui chaque jour pèse sur la vie des élèves et de son personnel, qui ne savent plus à quel sein se vouer. Selon les riverains, cette école n'a plus reçu une cure de réhabilitation depuis sa construction en 1972. À quelques semaines de la fin du premier trimestre, ces élèves n'espèrent qu'une chose, retrouver leur famille saine et sauf.
Dans le chapitre politique de ce journal, la suspension des exécutifs régionaux au sein du Social Democratic Front tend à confirmer le climat de collaboration entre le tiers-man Nidion Fondi et le régime de Yaoundé. C'est du moins l'avis des experts sur le musellement des cadres de ce parti politique de l'opposition en désaccord avec cette option de la direction du SDF. D'autres précisions dans ce reportage de Dallas Tiana et Ulrich Gonomala. La décision a été prise le week-end dernier au siège du parti à Yaoundé. Tous les exécutifs régionaux du SDF sont suspendus. La haute hiérarchie estime qu'ils sont une menace à l'intégrité du parti. Le comité exécutif national a nommé les coordinateurs pour assurer la fin du mandat des personnes dissoutes. Cet acte de l'exécutif national est appliqué conformément à l'article 18, alinéa 8 des statuts du parti. Le comité exécutif national peut, en cas de péril menaçant l'intégrité du parti et imputable au comité exécutif concerné, prendre toutes mesures qu'il juge nécessaires et ordonner la réorganisation du parti dans une région et ou dans une circonscription électorale. Des déclarations qui ne peuvent être justifiées. Selon l'analyste politique Aristide Mono, cet article ne peut être appliqué alors que le mandat des régionaux a expiré bien longtemps. Personne ne peut expliquer de manière objective comment tous les exécutifs régionaux d'un parti peuvent constituer une menace pour le parti. Ensuite, on n'arrive pas à comprendre comment les différents organes qui seront désormais mis sur pied ou vont opérer dans le cadre légal, étant donné que cela n'est possible que si les mandats sont en cours. Or, à ce que nous sachions jusqu'ici, les mandats des différents exécutifs régionaux ont expiré. De plus, dans ces analyses, il ressort que le SDF entretiendrait des relations avec le parti au pouvoir, des collaborations dénoncées par les régionaux aujourd'hui suspendus. Il me semble que la dynamique est lancée pour neutraliser définitivement ces dissidents qui veulent maintenir le Social Democratic Front originel, ce Social Democratic Front intransigeant, dur, non complaisant, qui refuse toute collaboration avec l'ordre dominant. C'est depuis 2021 que les opérations de renouvellement des structures de base du SDF ont été lancées. En 2023, ce parti d'opposition compte organiser son congrès national électif en vue de préparer l'élection générale de 2025. Et cette suspension des 10 exécutifs régionaux au sein du parti de la Balance préoccupe les militants à la base. Ils désapprouvent cette décision du NEC d'imposer des coordonnateurs nommés. Certains annoncent déjà une mort programmée de ce parti historique de l'opposition camerounaise. Dallas Tiana et Hubert Michel Kamini. La tension monte à nouveau au sein du SDF. Après les résolutions prises lors de la réunion du comité exécutif national, tenue le 10 décembre dernier à Yaoundé, au cours de laquelle il a été décidé de la mise sous coordination de l'ensemble des comités d'exécutifs régionaux jusqu'à la tenue des prochaines opérations de renouvellement des structures de base. Une décision qualifiée d'incongrue par certains cadres de cette formation politique. On ne peut plus dissoudre un bureau ou un comité exécutif dont son mandat est à terme. Et y compris même le comité exécutif national lui-même, son mandat est à terme. Et c'est incompréhensible. Si ce n'est que c'est un sombre destin qui veut l'amener le SDF. Selon le secrétaire régional à la communication du SDF pour le littoral, cette décision est le déclenchement de la descente aux enfers de ce parti politique. Ceci à cause de l'intérêt égoïste qui mangerait à la même table avec le parti au pouvoir. D'où la sortie de l'honorable Jean-Michel Ninche pour permettre aux militants de la base de s'exprimer. Nous avions un cri de ralliement dans le SDF. Power to the people, pouvoir au peuple. Ça veut dire que le peuple qui a le pouvoir. Le comité exécutif régional ici va donc inviter la base du parti au niveau de la région qui va commencer à donner son point de vue. C'est pour donner aux militants de la base de pouvoir s'exprimer. Et et ça va se passer dans toutes les régions. Un avis différemment apprécié par une autre frange de ce même parti qui pense que la sortie de l'honorable Jean-Michel Ninche est un acte d'indiscipline. Actuellement, son autorité est suspendue dans la région du littoral. Il n'a pas donc autorité pour convoquer un comité exécutif extraordinaire. Donc, il est totalement dans l'illégalité.
Ce qui veut dire que ceux qui vont participer à ce comité s'exposent à des sanctions. Et lui-même, il s'expose à des sanctions. Pour ce cadre du SDF, les batailles dans les partis politiques sont légitimes. Mais les ambitions des uns et des autres doivent être entretenues dans un cadre légal. Vous comprenez donc que si aujourd'hui, dans un parti normal, on ne respecte pas le leadership, et quand le leadership prend des décisions ou donne des orientations, on se met à faire ce qui nous convient, ce n'est pas normal. Le NEC a pris une résolution. Toutes les régions du Cameroun sont placées sous l'article 18.8 de nos statuts. C'est-à-dire que leurs différentes autorités sont suspendues et maintenant ce sont les commissions nommées par le NEC qui sont en charge d'organiser le renouvellement. La guerre de leadership au sein du Social-Démocratique Front fait en sorte que les militants se regardent en chien de faïence. On en saura davantage après la réunion du comité exécutif régional pour le littoral, convoqué le 17 décembre prochain à Douala. Le ministre de l'administration territoriale condamne les dérives de la police municipale, siffle la fin des contestations dans les chefferies et engage le commandement territorial à sécuriser ou assurer les fêtes de fin d'année. Ces déclarations ont été faites hier à Yaoundé en ouverture des travaux de la 2e conférence semestrielle des gouverneurs. Le compte-rendu avec Joël Essengue et Guizobo. Pas de clémence pour la police municipale. À la faveur de la 2e session de la conférence semestrielle des gouverneurs, le ministre de l'administration territoriale n'est pas allé de main morte pour dénoncer les agissements de cette police. La police municipale arrive dans un marché et procède à des saisies massives de marchandises. On vient saisir votre tomate, on ne vous dit même pas là où vous devez aller pour les récupérer. Parfois, les agents de la police municipale, ils vont derrière leur localité, ils se mettent à distribuer la tomate, les arachides, la banane saisie auprès des petits commerçants. C'est une très mauvaise idée qu'on donne de l'État. Manifestement agacé par les nombreuses plaintes qu'il reçoit à ce sujet, le ministre de l'administration territoriale ne s'est pas privé d'indiquer le chemin à suivre. Chaque jour, les gens viennent au village pour dire que, monsieur le ministre, on a saisi mes marchandises. On dit Awara est venu saisir. Je sais qu'Awara c'est quoi? Bon, c'est le mot donné à la police municipale. Ils ont saisi nos marchandises. Nous ne savons même pas là où nous allons récupérer nos marchandises. Donc les maires de ville, les maires d'arrondissement, ils vont créer un cadre spécial où les marchandises saisies peuvent être déposées. Et on vous donne un document. Quant à la chefferie traditionnelle, objet aussi de nombre de polémiques, Paul Atanganji a semblé également entrevoir la solution. Il y a beaucoup de contestations et les gouverneurs ont été sensibilisés vraiment de conduire le processus avec neutralité. Et pour régler le problème des contestations, il va y avoir un fichier de la chefferie traditionnelle. Un fichier, dans ce fichier, vous avez le chef, vous avez les notables, les notabilités et les gens qui peuvent prétendre à la succession quand le chef n'est pas là. Après les directives, le ministre de l'administration territoriale s'est apaisanti sur l'impératif de sécuriser les fêtes de fin d'année. Nous sommes en période de fin d'année, les périodes de festivités. Nous devons assurer la sécurité des personnes et des biens avant, pendant et après les fêtes de fin d'année. Dans cette ambiance où l'on a soufflé à la fois le chaud et le froid, les gouverneurs des régions, notamment de la Damawa et du Sud-Ouest, parlent d'un retour à la normale après les périls auxquels ils devaient faire face jusqu'ici. Le phénomène de prise d'otages qui était très rampant dans notre région est réduit aujourd'hui à sa simple expression. Et parce que nous avons maillé totalement la région avec les forces de l'ordre et le comité de vigilance et toutes les forces vives. Et aujourd'hui, il n'y a que quelques cas résiduels dans le département du Faré et d'O. La vie a repris son cours normal dans toutes les unités administratives et 6 départements. La ville de Boya connaît une animation intense, la ville de Limbe, la ville de Kumba, parce que beaucoup de Camerounais qui s'étaient déplacés sont revenus à Boya pour des raisons diverses. Visiblement, sans négliger aucun aspect, le ministre de l'administration territoriale veut assurer pour les fêtes de fin d'année. Cette conférence semestrielle des gouverneurs qui a duré 2 jours s'est achevée en fin d'après-midi de ce mardi 13 décembre 2022.
Intéressons-nous à présent au marché des jouets qui va mal dans la ville de Bafoussam. Les commerçants de ce secteur se rongent les pouces à longueur de journée sans vendre le moindre article. À 12 jours de la fête de la Noël, les parents ne se bousculent pas devant les étalages pour offrir des jouets à leur progéniture. On voit tout cela dans ce reportage de Vivien Tonfac et Robert Kenny. Pas d'affluence au secteur des jouets au marché de Bafoussam. Pourtant, les commerçants ne manquent pas d'imagination pour appâter les clients. Ça, c'est un bon produit, père. Je t'assure, je vends à 25, 26, ça donne 3600. Vous êtes ici à Bafoussam, dans le couloir de mort. On dit couloir de mort parce qu'on ne vend rien. Je dirais vraiment dur. On n'arrive pas à acheter les jouets qui sont vraiment chers pour nos enfants. Mais on se bat à acheter ce qu'on peut. Ici, les prix des jouets ont connu une légère hausse comparativement aux années antérieures. Les prix des choses ont changé par rapport à l'année dernière. Avant le temps, si l'année passée, il y avait beaucoup d'affluence. Mais maintenant, il y a peu parce que les prix des choses ont beaucoup augmenté. Avec l'affaire de Corona, depuis ce temps-là, tout est devenu cher. Pour s'arrimer à une conjoncture peu favorable à leur activité, ces commerçants ont opté pour des jouets bas prix, mais cela ne semble guère suffire pour faire affluer les clients. Regardez le marché, où sont les clients? C'est trop dur. On a payé comme ça là. Voilà les choses qu'on a payées. Voilà, tu vois comme ça c'est quoi? On vend ça à toi, ça, il n'y a pas personne qui peut payer. Vraiment. Oui, vendre les petits jouets de 300, 400, 500 qui passent. Quand ils jouent déjà à partir de 1000 francs, regarde tout le marché, il n'y a personne. Or que les années antérieures, on trouvait au moins, on ne circulait pas ici. Le sourire de ce commerçant contraste avec l'angoisse qui habite ses collègues et lui, à une dizaine de jours de la fête de la Nativité. Nous sommes déjà à juger moins quelques jours de la fête de fin d'année. Bon, c'est dur. Voici plein de jours que j'ai encore. Et nous sommes déjà le 13. Bon, ça ne donne pas comme les autres années. Ils sollicitent les jeux de construction, les jeux éducatifs. Mais le prix n'est pas bon. Oui, mais à tout prix on vend. On ne laisse pas quand même le client partir. On va nourrir les enfants avec quoi? On va nourrir les enfants avec quoi? L'argent est dur. On devrait vendre ça au moins à 300. Il n'y a pas personne qui paye. Alors que la plupart des ménages peinent à s'approvisionner en denrées de première nécessité, l'achat des jouets n'est plus une priorité pour plusieurs. On y avait le jouet. Quand il fait ça comme ça là. Ouverture du sommet États-Unis-Afrique, Paul Biya fait le diagnostic de la non-compétitivité internationale des économies africaines et propose des solutions à son expansion. Le chef de l'État, Paul Biya, s'est exprimé au cours d'une table ronde tenue hier à Washington. L'économie de son discours dans ce reportage que signe Achille Kamga. Dans son discours prononcé pour la circonstance, d'entrée, Paul Biya, le président de la République du Cameroun, a établi le diagnostic du frein au développement de l'économie africaine. L'un des freins au développement de l'économie africaine est l'épineux problème de la disponibilité des financements. L'Afrique dispose d'un énorme potentiel en ressources naturelles. Ce potentiel reste sous-exploité ou alors son exploitation n'intègre pas la transformation sur place qui est susceptible de générer de la valeur ajoutée et de la richesse sur le continent. Le numéro 1 camerounais a émis des réserves sur l'assistance à travers l'aide publique au développement dont l'Afrique reste trop dépendante. Et pour cause, elle ne correspond plus aux besoins du continent. Illustration. Le cadre juridique qui gouverne généralement l'obtention de financement est très contraignant et accroît notre exposition aux risques budgétaires et de stabilité de nos institutions. La mise en gage de certaines ressources naturelles sollicitées par certains investisseurs. Les modèles et instruments de financement adoptés contribuent davantage à la réexportation des capitaux à travers des prêts sans mouvement de fonds vers le continent, mais avec des sorties obligatoires de devises lors des remboursements. Après avoir présenté la situation peu reluisante de l'économie africaine qui peine à connaître son envol, Paul Biya a proposé des solutions pour inverser la courbe.
L'une des solutions passe par le financement de l'exploitation et de la transformation des ressources naturelles de l'Afrique sur son sol. L'Afrique a besoin d'un volume important de capitaux à long terme. Il serait donc souhaitable d'œuvrer à la mise en place d'un véritable marché africain des capitaux, susceptible d'offrir des outils adaptés au financement du développement de l'Afrique. C'est seulement à ce prix que l'Afrique connaîtra sa transformation structurelle et son indépendance progressive vis-à-vis de l'aide au développement et des crédits à l'exportation, a conclu le président de la République. Toujours dans l'escale internationale, le Tchad va-t-il basculer dans une instabilité sociopolitique après les récentes manifestations meurtrières et arrestations des militaires soupçonnés de complot et coup d'État? Cette interrogation est des experts qui voient un climat renforcé de crispation politique malgré la tenue des assises nationales censées apaiser les tensions dans le pays. Kevin, Francis Boyom, Fabrice Eloumou et Jires Yopa. Ce sont au total une dizaine de militaires arrêtés jusqu'à la fin de la semaine dernière à N'Djamena. Parmi eux, des officiels et des officiers subalternes. Si des médias tchadiens parlent de soldats impliqués dans la préparation d'un putsch, les autorités quant à elles ne se sont pas exprimées sur le sujet. Le géostratège Dalvaris Ngoudjou voit en ces événements une difficile maîtrise de la situation du pays par le Conseil militaire de transition. Le Tchad a déjà des difficultés énormes sur le plan économique, énormes sur le plan culturel, énormes sur le plan social. Ça a été suffisamment grave. Vous avez vu tout récemment, j'en parlais, j'avais reçu une vidéo où il y avait un mouvement du Sud tchadien qui demandait son indépendance. Oui, il y a un mouvement du Sud du Tchad qui est en train de dire qu'ils vont se séparer du Tchad. Parce qu'ils estiment que des gens qui sont venus d'ailleurs gouvernent le pays avec beaucoup de violence. Ces arrestations des militaires interviennent un peu plus d'un mois après la répression des manifestations du 20 octobre contre la prolongation de la transition. Des revendications de rue qui ont fait officiellement 50 morts au lendemain du dialogue national inclusif organisé en lieu d'apaiser la scène politique. Non, les principaux partis ne faisaient pas partie de ce dialogue-là. Parce que comme je dis, les éléments étaient biaisés. Même les gens qui constituaient le dialogue, beaucoup de choses étaient biaisées. Et ensuite, les thématiques étaient mises sur la table. Vous voyez, à la sortie du dialogue, ce qu'on conclut, c'est que le président de la transition a le droit de prolonger la transition de 2 ans. Ce qu'on sait, c'est que le président de la transition, qui avait pris l'engagement ferme de ne pas se représenter, ce qui est normal, comme ça sur une transition, après il dit qu'il va se représenter. Et ensuite, quand les gens manifestent dans la rue, on envoie les soldats tirer sur eux. Ces dernières semaines, les autorités ont procédé à la libération de plusieurs dizaines de personnes arrêtées lors des manifestations du 20 octobre, mais l'opposition estime qu'il faut aller plus loin en procédant à la libération de l'ensemble des personnes encore poursuivies en justice jusqu'ici. Massacre du 28 septembre 2009 en Guinée-Conakry, l'ex-président Dadis Camara nie toute responsabilité de sa part dans cette tuerie qui avait fait 157 morts. L'ancien homme fort de la Guinée répondait ainsi au juge du tribunal criminel à son 2e jour de comparution. Voici un extrait de la défense du principal accusé, Moussa Dadis Camara. Dadis Camara, commandant en chef des forces armées. Le 28 septembre 2009, pourquoi vous n'avez pas empêché la continuation des crimes qui se commettaient au stade du 28 septembre? À ce que je sache, classiquement, sauf lorsqu'il y a une guerre ou lorsqu'un État est en crise, qu'on peut parler d'une force d'interposition. Les événements du stade, du 28 stade, le faire, ce serait encore plus grave. Quelle unité pouvais-je dire aller empêcher pendant qu'il y a déjà des morts, pendant que ça tire? Ça allait être encore plus un carnage, monsieur le procureur. Ça ne se passe pas comme ça. Techniquement, juridiquement, on peut poser des questions. Mais dans la pratique, des manifestants qui ont décidé librement d'aller dans un stade et qu'il y ait des tirs, vous qui êtes la chef, commandante en chef des forces armées, comme vous le dites, par quels moyens ils vont calmer
ces tueries. Et s'ils viennent et que les autres ouvrent le feu. Donc en somme, vous n'avez pu poser aucun acte. Pratiquement à ce niveau, ce n'est même pas que maintenant, mais classiquement que je parle, vous ne verrez pas ce chef d'État-là, pendant que des civils vont dans une stade, et qu'un groupe de militaires ouvre le feu, qu'il essaye d'envoyer en ce moment, s'il y a problème, si il y a assez de morts. Donc, je ne pouvais pas le faire, et d'abord, en le faisant, j'allais dangereusement compromettre la situation. Moussa Dadis Camara, ancien chef d'État de la Guinée-Conakry, répondant aux questions des juges du tribunal criminel. Ouvrons à présent la page spéciale Coupe du Monde Qatar 2022. Nous nous sommes sérieusement préparés pour battre la France. Cette déclaration choc du sélectionneur Walid Regragui en conférence de presse d'avant-match de ce jour traduit l'esprit des Lions de l'Atlas à moins de 24 heures du duel pour une place en finale ce 18 décembre 2022. On fait le point dans ce reportage de nos envoyés spéciaux Eric Florent Ouattat et Nana Paul Sabin. Ce programme vous est offert par l'Union camerounaise de brasserie, UCB. Dans cette demi-finale inédite de Coupe du Monde, Maroc contre France, le match opposera l'arrière droit Hakimi à l'attaquant Mbappé Lotine, deux meilleurs amis du monde et coéquipiers en club. Âgé de 24 ans, Hakimi est de ceux qui ont fait de la défense du Maroc la meilleure depuis le coup d'envoi du mondial au Qatar avec un seul but encaissé. En face, Kylian Mbappé, 24 ans, surnommé la fusée, est l'actuel meilleur artificier de la compétition avec 5 buts. Les deux amis, adversaires d'un soir, se croiseront dans le même couloir du stade Al-Baït dans un duel qui promet. Je crois que l'événement va prendre le dessus, tout naturellement. Tu as beau être ami en dehors des terrains, à partir du moment où tu es engagé dans une compétition comme une Coupe du Monde, lorsque tu représentes ton pays, tu fais la part des choses et ton esprit de compétiteur prend le dessus. Ensuite, je trouve que c'est peut-être même moins évident d'affronter un coéquipier que d'affronter un adversaire que tu as l'habitude d'affronter tous les week-ends. Parce que on se connaît tellement bien qu'il y a toujours peut-être un effet de surprise qui peut apparaître à un moment ou à un autre. Dans la tanière des Lions de l'Atlas, l'on ne fait pas une fixation sur Kylian Mbappé, nonobstant sa réputation de redoutable finisseur. On ne va pas mettre en place plus de dispositifs tactiques ou quoi que ce soit par rapport à Kylian, parce que malheureusement pour nous, il n'y a pas que Kylian. Quand on voit Griezmann, la qualité du joueur que c'est, entre les lignes, quand on voit Ousmane, qui est pour moi le complément parfait de Kylian. Voilà, le danger, il vient à gauche, il vient à droite. Donc si on reste que focus sur Kylian, on fera une erreur. On va jouer collectivement. Achraf, c'est un des top players au monde aussi à son poste. Donc voilà, ça va être un beau duel entre les deux. Ces deux champions, je pense qu'ils ne vont pas se faire de cadeaux. Donc voilà, c'est que nous, on ne se focalise pas que sur Kylian, on se focalise surtout sur l'équipe de France. Grande révélation de cette Coupe du Monde, des grandes premières qui tient à sa fin, les Lions de l'Atlas ont encore faim. La première équipe africaine à atteindre ce niveau de compétition nourrit également l'ambition d'accrocher la France à son tableau de chasse, lequel compte déjà la Belgique, l'Espagne et le Portugal. On va jouer l'équipe championne du monde avec des joueurs de qualité, un entraîneur de grande qualité, le meilleur sélectionneur au monde. Nous, on va continuer sur ce qu'on sait faire, avec beaucoup d'ambition, pour essayer de créer la surprise et pourquoi pas aller en finale de la Coupe du Monde. En séjour au Qatar, il y a 7 mois environ, avec le PSG, Kylian Mbappé avait prédit une demi-finale France-Maroc. La suite
lui donne raison. L'issue de ce choc mercredi soir est une autre histoire. Ce programme vous a été offert par l'Union camerounaise de brasserie, UCB. Et à la suite de cet engagement décisif de leur sélectionneur de battre la France en demi-finale de la Coupe du Monde et accéder en finale pour la première fois de leur histoire, les Lions de l'Atlas du Maroc ont effectué leur dernière séance d'entraînement avant le match décisif de demain contre les Coqs gaulois qui se sont eux aussi entraînés. Ouvert à la presse durant les 15 premières minutes de la séance, on a noté côté marocain plusieurs absences à l'instar du capitaine Romain Saïs. Chez les Bleus, Aurélien Tchouameni, absent hier, s'est entraîné ce soir. En revanche, le défenseur central Dayo Upamecano et Adrien Rabiot n'ont pas été aperçus à cet ultime entraînement et pourraient être forfaits pour demain. Le reportage terme à cette édition du 20h. Merci de l'avoir suivi, mesdames et messieurs. Restez des nôtres. Nazima